Alors, je reprends mon visuel. Là-dessus, on n'est pas trop mal. On a encore le texte à rentrer là-dessus. On va faire cette image-là aussi, l'image de fond. Et on va mettre à cheval la petite publicité pour les pancakes. Donc, je reviens sur mon Photoshop, ici. Je vais aller regarder cette image-là. Donc, outil sélection. Je vérifie bien que sélection automatique est décochée. Sinon, ça va me prendre n'importe quoi. Et ici, voilà. C'est cette image-là que j'ai besoin d'exporter. Elle a l'air d'être en PNG. Donc, je la renomme. blé.png ou background ou tiens bg-blé.png. Normalement, vu que j'avais pas fermé mon ordi, c'est pas bien, mais générer les fichiers d'image est toujours activé. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir la récupérer dans le projet maquette assets. Je l'ai ici, bg-blé. Je la ramène dans mon dossier IMG et on va la charger en image de fond. Donc, il faut juste qu'on trouve sur quelle section c'est. Là, on a la section 0, la 1, et donc c'est en bas de la 1. Ouais, les autres sont encore vides. Donc, si c'est en bas de la section 1, on va le faire dans le style.css. Je vais sur la partie section 1 ici. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va... ça, il faudrait le réordonner. Des infos les plus importantes aux moins importantes. C'est pas obligatoire, mais bon. Voilà, j'essaie de suivre à peu près la même structure. Les infos, espacement, les infos importantes, les textes et les petits détails. Ici, on va donc viser section 1, pas besoin de faire retour à la ligne. Et on va lui dire que background image, ça correspond URL à l'image bg-blé. On est dans le dossier CSS, il faut que je remonte vers mon dossier projet pour aller me diriger dans le dossier IMG et aller récupérer bg-blé. Là, plutôt que d'aller créer du code encore sur des propriétés CSS, ça vous pourrez le faire un peu plus tard, mais l'idée c'est de faire plein d'allers-retours pour voir ce que ça donne. Les images de fond, je vous l'avais dit, elles sont répétées quand il y a la place. Donc première propriété qu'on va pouvoir mettre, c'est le background repeat et mettre no repeat. Ces propriétés-là, et alors, les propriétés, c'est ce qu'il y a en bleu. Il y a plein de propriétés différentes pour vos boîtes. Et les valeurs, après les deux points, tout ça, ça met un certain temps avant d'être retenu. Il faut pratiquer le HTML, faire des pages et refaire des pages pour qu'au bout d'un moment, ça soit inné et qu'en regardant un visuel, vous arriviez à dire ok, là je vais mettre des marges, là je vais mettre cette couleur, je vais charger une image de fond comme ça, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Surtout parce qu'il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de valeurs différentes, des choses qui ne sont pas acceptées à certains endroits, etc. Ça, il faut s'entraîner. Et après, avec un peu de temps, au moins sur les propriétés simples, vous vous y retrouvez. Je ne connais pas non plus toutes les propriétés. Par exemple, la vidéo que je vous ai mis hier, il y a des trucs que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Pourquoi? Parce que tout bougeant tellement vite, de toute façon, même si vous vous tenez informé, vous aurez des surprises à un moment en vous disant ah ouais bah tiens ça ils ont mis à jour et finalement maintenant ça marche. Et le CSS et le HTML étant quand même assez pas complexe mais assez profond, vu que c'est par là à la fin que tout arrive sur l'écran, c'est très profond dans les possibilités. Du coup il y a des trucs que vous allez zapper et vous apercevrez 1 ou 2 ans après que finalement on pouvait le faire.
Donc là, j'ai mis no repeat, j'ai normalement plus qu'une seule fois l'image. Et je vais essayer d'aller la positionner du coup en bas à droite. Pour ça, c'est background position. Bottom pour le bas et right pour la droite. Et j'ai mon image qui vient se mettre au bon endroit. Je vais pas trop pouvoir l'agrandir. Je pourrais, hein, background size, l'agrandir, la passer à... Comme ça marche? Ouais, 500 pixels auto. Le problème de l'agrandissement des images, c'est que... Allez, je la triple. C'est que ça pixelise. Là, ça se voit. Peut-être pas sur le vôtre, mais sur le mien, ça se voit, c'est archi pixelisé. Là, par exemple. Donc on peut aller jusqu'à 10%. Je sais pas trop combien elle fait en taille. Non, non. On va la laisser comme ça. On peut mettre ça. C'est pas spécifié, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais du coup, on pourrait mettre ça aussi. L'effet est pas mal. On bossera un petit projet avec des positions comme ça, des images attachées et qui scrollent. Il y a moyen de faire des jolis effets. Je reprends, hop, ici le visuel. Alors, ces petites bordures là, elles vont être un peu embêtantes à faire. Du coup, on va pas les faire. On verra un peu plus tard. Le texte n'a pas la même police. Et ici, on est pas mal. Voilà, je remets le vrai texte. Le lorem ipsum, c'est bon. Il y a les H3 qu'il faut gérer. Donc ici, ça c'est pas mal. On va juste à l'agrandir. Font size, du coup, un REM. Voilà. Letter spacing, on peut même en rajouter un peu. J'ai l'impression que c'est plus large. Voilà, je rajoute 5 pixels entre chaque lettre sur le texte jaune. Ça c'est bon. Ici, on a un problème, c'est trop large. Et pareil, c'est trop large ici. Puisqu'on ne peut pas mettre en fait du texte dans une boîte qui fait 12 colonnes, si vous mettez du texte, il va trop s'étendre. L'œil de l'utilisateur va trop aller à gauche et à droite, il va s'agacer et il va trouver ça désagréable à lire. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans la grille, aller rajouter. Je regarde comment on va faire. Ouais. On va rajouter des décalages. Donc on va un décalage de 25%, c'est margin left 25%. Sauf que j'avais mis des colonnes, donc on va faire offset 3. Offset 3, c'est 3 colonnes de décalage sur la gauche. Donc, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'aller déjà dans la première section tout en haut, lui dire qu'on n'est plus sur une colle 12, mais on est sur une colle 6 qui fait 50% de large. Et en plus de ça, on a offset 3 qui va faire un décalage de 3 colonnes à gauche. Ça fait plus 12. Mais on a offset. Donc en gros, on a divisé par 2.
on a 6 colonnes de contenu, col-6, il nous reste 6 colonnes vides, on en met 3 à gauche, et les 3 à droite, il n'y aura rien, mais c'est pas grave. Et je gagne en lisibilité. Alors pas forcément en lisibilité, mais plus agréable à lire qu'avant. Je vais faire pareil ici, mais juste ici du coup, hein, pas sur les autres. Donc je redescends, on est sur ce col 12, je vais le basculer à 6 et on va faire offset-3. Plus lisible, bien plus agréable. Si vous voulez l'élargir un peu, alors sinon, on peut se dire aussi qu'on va aller faire un... si je veux faire 8 colonnes qui font 66, il va me rester 4 colonnes de libre, j'en mets 2 à gauche, 2 à droite, et donc je peux faire un offset 2, un décalage de 2 colonnes. Ça correspond à margin left 16,7%. Pourquoi? Parce que 12 divisé par c'est pas ça, c'est 100 divisé par 12, autant pour moi, ça fait 8,3. Quand je prends 100%, donc 12 colonnes elles font 100%, combien fait une colonne? Je divise les 12 colonnes par 12, 100% divisé par 12, 8,3. C'est la largeur d'une colonne, et donc à partir de là, on peut aller créer toutes les colonnes. On ne l'a pas fait ici, mais on aurait pu le faire. Faire le col 1, le col 2, etc. Et donc un décalage de 2 colonnes, c'est un décalage de 2 fois 8,3, donc 16,66666, et pas 7 en fait. Voilà, comme ça. Sur mon code, ici dans l'index, on va donc faire un col 8 et un offset 2. J'ai élargi un peu la zone de texte, c'est encore mieux comme ça. C'était pas assez large. Et on va faire pareil ici du coup, hein, dans la section 1. Hop. Voilà. Si on veut aller plus loin dans cette structure, il faut tout faire. Il faut faire le offset 1, offset 2, offset 3, jusqu'au 12. Et puis pareil, il faut faire normalement... Bon, les box, ça, il faudra petit à petit les oublier. Mais il faut faire le col 1, col 2, le col 4, le 5, le 7, le 10 et le 11. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être quelque chose qui va faire 7 colonnes, quelque chose d'autre qui va en faire 5 à côté. 7 et 5, ça fait 12. Ça ne sera pas moitié-moitié, il y aura un petit déséquilibre, mais c'est peut-être le but du web design. Oui, dis-moi. Pourquoi on est passé à col 8 et offset 2 alors qu'on avait 12 et 10? Ouais, et il y en a 2 libres à droite. Non, elles sont vides. Hop, j'inspecte ici. Là. En fait, c'est centré, elles ne se voient pas à droite, mais elles y sont, les 2 colonnes. Le orange fait exactement la même taille. Hop. Le orange à gauche fait la même taille que le vide qui est à droite, blog, contact, et il s'arrête ce vide juste au dernier pixel du panier, puisque le dernier pixel du panier, il est aligné à droite dans les 1180 pixels. Ça, c'est un peu particulier avec les offsets. C'est la même chose sur Bootstrap. Là, du coup, l'addition ne fait pas forcément 12. Si on veut que ça fasse 12, ici, on rajoute un col, mais il ne faut pas le faire. Un col 2 vide. Et donc, dans ma rangée, ici, j'ai bien 8 plus 2 plus 2, 12. Et pareil, en fait, le offset, il pourrait aussi, mais ça ne va pas marcher, il pourrait correspondre à ça. Comment faire pour centrer un contenu sur 8 colonnes?
je mets 2 colonnes vides, 8 colonnes, 2 colonnes vides, et ça marche. Pas. Parce que cette colonne étant vide, sa largeur n'est pas prise en compte, et pareil, il faut un peu plus de flex pour le faire marcher, mais ça on verra après. Donc on va rester sur offset 2. Et là on a nos contenus centrés. Voilà. Après, 2-3 trucs supplémentaires. Sur la section 1, là où j'ai mes boîtes en relative et en absolu. Où est-ce qu'on avait créé relative et absolute? Ouais. Relative et absolute, on les avait créés dans la grille, parce que ça nous aide, ça nous aidera tout le temps à mettre une boîte en position relative ou absolute. Alors, ici, j'ai donc le texte qui est sur les baguettes de pain, sur les images là. Texte et texte. On va lui mettre une petite animation. On va pas lui dire en fait que il est à cette hauteur. Donc, pour rappel, cette propriété top, elle prend en compte la hauteur, le premier pixel du texte là, en haut, en bleu, ce premier pixel, et elle le positionne à la valeur en partant du haut de la boîte relative. Donc là j'ai 50% moins 16 pixels. Si je mets 20 px ici, j'ai le bleu qui démarre à 20 px en partant du haut de la boîte relative. En fait, ce top, ce right, ce left, il concerne la boîte absolue et la boîte relative aussi. Donc on va faire 110%. Ça veut dire que le texte, il va démarrer à 110% de la hauteur de la boîte relative et donc en partant du haut, vu que je suis sur top. Et donc il arrive là. Il est là. Problème, si je le mets en noir, il se voit quand même. Et là, ça ne sert plus à rien, parce qu'en fait, on avait... Ça, on pourrait le faire en classique. Je mets une image, un texte, image, texte en dessous. Pas besoin des positions relatives et absolutes. Par contre, si jamais ici, dans la boîte qui contient l'image, je lui mets un overflow hidden. Ça permet d'aller cacher les dépassements. Donc dans une div, parfois vous avez des trucs qui sont trop grands, des images qui sont mal gérées, des choses comme ça, et qui viennent à dépasser de la boîte. Avec Overflow Hidden, ça disparaît. J'ai plus mon texte. Il est là, hein. Je ne peux plus le sélectionner par contre. Ce qu'on peut faire, c'est... Si, on pourrait faire ça. Scroll. Il s'est aperçu dans cette boîte relative qui a la taille de l'image, qu'il y avait un truc par-dessus qui dépassait. Donc il me met du scroll et en fait je vais pouvoir aller scroll pour voir le texte. Pas très joli. Donc on va mettre overflow. D'ailleurs ce scroll, ah oui c'est ça, c'est overflow-x et overflow-y si on veut juste cacher sur l'horizontale ou la verticale. Le overflow il cache tout ce qui dépasse. Hidden. Maintenant on va ici, récupérer cette cible et on va lui dire que, je vous remets le code propre, ça se voit, on n'est pas terrible. Hop, voilà. Donc, dans la section 1, quand je survole la boîte relative, donc quand ma souris passe sur l'image, à l'intérieur, le paragraphe va changer des propriétés. La propriété qui va changer, c'est top. Tiens, on teste 10px. Et puis pour ça, on va mettre transition 1 seconde. Transition, c'est la durée
de la transition entre un état et un autre. S'il n'y a rien, en fait, comme changement, elle est invisible, la transition. S'il y a une modif, par contre, et là c'est le cas, quand j'ai pas ma souris sur l'image, le paragraphe texte, il est caché dessous. Quand j'ai ma souris sur l'image, quand j'ai un hover sur la boîte relative, donc sur l'image, ici le paragraphe a cette valeur modifiée. C'est un peu particulier ça, de mettre un hover au milieu, mais en fait on peut dire qu'en survolant une section, il y a un des éléments à l'intérieur qui va avoir un comportement différent. Ça va me permettre du coup ici, donc j'ai pas le texte, quand par contre je passe ma souris dessus, il arrive à 10 pixels du haut. Pourquoi il disparaît d'un coup? Parce qu'il faut aller mettre ça ici pour l'avoir sur tous les états. Et à partir de là, j'ai un texte qui va s'animer quand je survole. On pourrait même ici aller mettre color white et on a normalement le changement au niveau de la position et le changement de couleur. Encore mieux, ici dans la couleur, je ne vais pas mettre du noir, je vais mettre RGBA, du blanc, mais avec une opacité à 0. Et quand je passe ma souris dessus, j'ai le texte qui apparaît petit à petit. Ça, on peut le laisser comme ça. Après, on peut tester plein de trucs. Là, on passe de blanc transparent à bleu. Ouais, c'est pas ouf. Et tout plein de trucs. Hein. Il y a aussi la propriété transform qui va nous permettre de faire des déformations, perspective, rotation, zoom. On va faire un rotate 15 deg, 15 degrés. Et quand je passe ma souris dessus, on va faire moins 15, même moins 5. Voilà. Mon texte, il monte, il change de couleur et il tourne. Ici, on avait mis calque. On avait mis 50%, moins 16 px. Parce que j'ai envie quand même qu'il arrive au centre. Voilà. Ce genre de petit effet sympa qu'on peut retrouver sur pas mal d'éléments. Après, il faut rester sobre. Là, c'est beaucoup trop animé. Vous verrez, généralement, les animes, c'est des tout petits trucs, quoi. Par exemple, le souligné là sur le JPEG, qui est là, celui-là, soit il arrive animé avec une super anime, genre de dessin, comme si c'était vraiment un coup de crayon, mais à ce moment-là, il y a un peu de boulot. Soit il apparaît petit à petit, mais il apparaît pas en énorme pour se réduire. Les grosses animations, c'est assez déstabilisant, sauf si c'est vraiment un truc particulier sur le web. Mais sinon, ça pour moi, c'est déjà trop. Pour la faire vraiment sobre, à la limite, on va pas faire 110%. On va faire ça. Voilà, je change un peu. Donc il est à 5, en partant du haut, il est à 32 pixels en dessous du milieu. Il est transparent et donc il va un tout petit peu remonter en fait. Beaucoup moins que précédemment. Voilà. Et encore, c'est trop. Et ça marche sur les deux, ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On pourrait faire du JavaScript qui va détecter, dès qu'il y a un mouvement de souris, ou qui va détecter toutes les dixièmes de seconde la position de ce texte et lui dire que si la position du texte arrive à un endroit, il se passe quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Rediriger vers une autre page, supprimer les images... tout est possible. Il y a des jeux vidéo qui sont en HTML, CSS et en JavaScript.
Ce serait ça. Par exemple, on va à la place de texte, on met un PNG d'une petite voiture. Ce PNG de petite voiture, on va lui dire que s'il touche le bord de l'image, on change le PNG et on met une voiture écrasée. Et du coup, pareil, on peut aussi aller faire varier le top, bottom, left et right. Donc on peut aller avec le clavier faire bouger la petite voiture, comme si c'était un jeu. Il y a plein de trucs à faire. On fera un Mario animé avec des PNG. On fera un Mario animé avec les PNG que vous pouvez déplacer au clavier et qui du coup à chaque fois que vous le déplacez va charger un PNG où il est en train de courir, où il est fixe, où il saute. Il y a pas mal de petits trucs à faire quand on fera le JavaScript. Ok, on n'est pas trop mal, il n'y a plus rien qui... Non, c'est bon. Le menu, il est bien au-dessus. Donc c'est bon. Alors, on va faire une petite modif. On va aller câbler, entre guillemets, la nav. Donc, la home, elle va toujours ramener vers le haut, le body, tout en haut. Le About Us, par contre, on va aller le faire arriver sur la section 1. Donc on va viser section 1. Dans les liens là, plusieurs possibilités. Soit on peut mettre HTTP, un lien comme ça. Et quand je clique sur Home, ça va me rediriger vers google.fr. Je peux aussi aller mettre une page de mon site. Ça peut même être une page... je sais pas, dans un dossier, portfolio / page 2, ça ira chercher la page 2 dans le portfolio, dans le dossier portfolio. Et puis on peut mettre des hashtags, ça correspond à une section dans la page. Donc quand je clique, je suis tout en haut, quand je clique sur About Us, j'arrive sur la bonne section. Problème, c'est un peu violent. Là, il faut une petite animation. Hop là. Donc j'ai tapé sur Google Smooth Scroll. C'est le nom de cet effet. L'effet Smooth Scroll, je vous le montre ici. Voilà. On n'est pas sur un affichage direct. Il y a une petite transition entre la position 1 et la position 2. Super site, celui-là je vous le mets. D'ailleurs, bizarre que je vous en ai pas parlé. Si, je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai considéré que vous aviez fait un peu de HTML, CSS. Et c'est l'un des premiers sites qu'on voit. Mais je vous remettrai le lien, il est super, il y a tout ce qu'il faut. Surtout en fait, à chaque fois que vous cherchez quelque chose de... je sais pas, sur les marges, il y a tout. Avec des petits exemples et gros avantage ici, je peux essayer le code. Là, il y a une bordure verte de 1 pixel, tiens je mets 10, je fais run et j'ai l'effet en temps réel. Et je suis allé du coup sur... pas du tout là. Ici, Smooth Scroll. Bon, a priori, c'est pas trop compliqué. C'était bien plus compliqué avant. Ça, c'est une propriété un peu nouvelle des navigateurs. Elle n'est pas nouvelle, mais les navigateurs, l'acceptant pas tous, on l'utilisait jamais. Parce que de toute façon, il y a une époque où il fallait de toute façon que tout fonctionne sur Internet Explorer. Et aucune des nouvelles propriétés CSS ne fonctionnait avec Internet Explorer. Donc en fait, il y a un moment où il y a une période de quelques années où on a développé avec des anciennes méthodologies, enfin avec d'anciens morceaux de code CSS, parce que les nouveautés qui sortaient, elles n'étaient pas compatibles avec... Enfin, parce que Internet Explorer ne se mettait pas à jour assez rapidement. Mais vu que sur tous les projets clients, il fallait absolument que ça soit compatible Internet Explorer, on bricolait avec de l'ancien. Donc avant, cet effet-là, il se faisait en JavaScript. En JavaScript, on allait récupérer
le href du lien. Donc JavaScript allait dire, ok, ici il y a un lien avec un hashtag, donc c'est une section de la page. Il allait chercher dans la page où était cette section. Il allait mesurer depuis le haut de la page, ou de là où on était, le nombre de pixels jusqu'à la section 1. Et il allait lancer une animation sur ce nombre de pixels. C'était très chiant. Je vais vous le mettre, le code. Smooth Scroll, il est sur Design Fluid. Il y en a un autre, c'est Smooth Scroll sur Creative Juice. Là. Ils ont changé leur site. Là. Voilà. Donc j'ai des liens avec la classe JS Scroll To. Dans le href, ici, j'ai bien un ID, enfin un hashtag qui correspond ici à ces deux boîtes. Donc deux liens, deux divs avec des ID. Et en JavaScript, attention, hop là, voilà. Donc je peux vous le lire. Hein. Quand le document est prêt, quand toute la page est chargée, pourquoi quand le document est prêt? Parce que si on active ce code avant que le document soit prêt, les images ne sont pas chargées, les sections non plus, il n'y a pas les hauteurs, et du coup, il n'arrive pas à calculer. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent en... C'est pas du JavaScript, enfin c'est du JavaScript, mais ça utilise jQuery, une bibliothèque supplémentaire. Puisque cette ligne-là, en JavaScript, elle fait 10 lignes. Pour vérifier que le document est bien prêt, en JavaScript, il y a plus de code que ça, mais bibliothèque simplifiée avec jQuery, on a juste ça à écrire. Et donc, tout ce code-là va se lancer quand le document est prêt. Ce code-là en bleu, il correspond à quoi? Ici, quand il y a un clic sur le clic de cette cible-là, donc d'un lien, enfin de quelque chose qui a la classe CSS ScrollTo, on lance tout ça. Donc on va récupérer le href du lien cliqué et le stocker dans une variable qui s'appelle page. On va définir une vitesse et on va dire que la page lance une animation pour aller faire un scroll depuis le haut du HTML jusqu'à ça. Ça fait un calcul et ça sort le nombre de pixels entre le haut de la page et la cible qu'on avait cliquée. Et cette animation, elle se lance avec la vitesse qu'on a définie ici. Maintenant, nouvelle propriété. On vise le document HTML en lui-même. Donc ça, on pourrait aller le mettre dans Grid, même si ce n'est pas vraiment une grille. On va le mettre dans Helpers. Et on va mettre ici un commentaire. Smooth Scroll. Hop. J'ai perdu ma page, mais elle va pas tarder à arriver. Elle est là. J'actualise au cas où. Donc normalement, quand je clique sur About Us, j'ai un scroll jusqu'à la deuxième section. Ça marche. Cool. Si je clique sur Home, alors sur Home, est-ce que ça marche? Vu qu'on a mis que le hashtag, yes, ça marche aussi. Que le hashtag, il comprend qu'il faut qu'il remonte tout en haut de la page et il lance l'anime. Du coup là, on a un menu fonctionnel avec l'animation qu'il faut. On n'a plus qu'à aller sur les liens, dire que là, on va viser toutes les sections. Hein. Section tirée, et puis ici ça va être 2, 3, 4. Le basket, ça on verra, peut-être qu'on ira faire un pop-up.
plus tard. Cette image-là, du coup, on va pouvoir l'exporter. Je vais... oui, elle y est, ici. New Cake Banner. Alors, c'est l'un des trucs où, là, c'est une bannière pub, en fait. Elle est faite pour être cliquée. Elle est faite pour être positionnée ici ou ailleurs sur le site ou même à l'extérieur du site, réseaux sociaux, sites partenaires, etc. Et sur ces bannières-là, les bannières, elles sont soit en GIF parce qu'elles sont animées, soit en JPEG pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que cette bannière-là, on peut la faire sur notre site, la police va charger, les couleurs aussi. Mais si on doit l'intégrer sur un autre site, est-ce que l'autre site a les polices et tout? Non. Donc ça va merder. Là, toujours vérifie, savoir est-ce que je prends le bon truc. J'affiche et je cache. On va mettre banner.jpeg. Comme ça me permet d'aller la récupérer dans mes assets. Elle est là. Pourquoi il y en a trop? Ah, alors il y en a trop parce qu'il y a de l'ombre dessus. C'est ça? Ouais. Ça dégage. Hop, poubelle. Je sauvegarde. Normalement, vu que j'ai supprimé l'ombre du dossier banner.jpeg, mon image ici, voilà. Elle a été recadrée et on n'a plus la zone blanche. En fait, dans la zone blanche, on ne le voyait pas, mais il y avait de l'ombre. Donc, elle revient, cette image, dans mon dossier dev. Voilà, et j'ai mon banner.jpeg. Le fait que ça soit à cheval sur les deux sections, je vais aller ici récupérer la couleur de la prochaine section. F4, F4, F4. Et donc ici, on va mettre une bannière. Alors, on ne peut pas la mettre entre les deux. Il faut qu'on la mette, cette bannière, dans la première section. A priori, ça correspond aussi à une pub, donc on va la mettre dans le container, mais on ne va pas faire une rangée, on n'a pas besoin de l'aligner celle-là. On va mettre div absolute banner. Et dedans, je mets mon image que je peux direct aller chercher dans le dossier IMG. Je ne suis pas en CSS, je suis dans le dossier, le fichier HTML. Et c'est là-dessus qu'on va mettre les propriétés. Je vais sur mon site. Pour l'instant, j'ai rajouté de l'espace en bas et j'ai ma pub qui s'affiche. On avait mis Text Center sur toute la section, donc ça marche encore. La section 2. Ça va pas marcher. On va aller ici, rajouter une rangée, un col 12 et un gros lorem ipsum de la mort. Voilà, ça c'est ma section 2. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup il y a du contenu, elle existe, ça me permet d'aller changer la couleur et de le voir. Donc plus bas, ici, section 2 et la couleur de fond c'est F4, F4, F4. Je suis pas sûr du truc, hein. Mais si c'est ça. Ok. Maintenant l'objectif c'est du coup d'aller mettre cette bannière là à cheval entre les deux. Donc dans la section 1,
On a la boîte absolute-banner. On va direct la mettre en position absolue. Pour ça, on n'est même pas obligé de le faire par là, puisqu'on a dans grid notre classe absolute-box. Donc, le code est ici. Absolute-banner, on va récupérer aussi absolute-box. Et ça marche. On a de la chance. Hein. Plus ou moins. On a plus ou moins de chance parce qu'en fait il y a du texte dessous là, sous l'image. Le texte il commence ici. On n'avait pas, pour l'instant on n'a pas mis de marge. Ça m'étonnerait que ça marche que comme ça. Maintenant les épis de blé, c'est plus très joli. C'était joli là de les faire apparaître, mais là c'est plus très joli. Donc ils sont où? Section 1, background image. J'enlève le fixed. Et là, ils sont accrochés en bas. Mais au moins, ça, enfin, sur la sortie de page, ça fait moins joli. Ça fait plus joli, pardon. Alors, il faut qu'on modifie l'espacement. En fait, il faut plus d'espace ici. Et puis il faut qu'on file des propriétés à cette boîte absolute. Quand on met quelque chose en position absolue, on met toujours les propriétés au moins top et left. On laisse jamais, même si ça tombe bien, on laisse jamais vite parce qu'après derrière il peut y avoir du responsive et en mobile il y a des chances que ça tombe pas bien du tout. Donc je vais mettre 100 pixels de marge interne en haut et 200 en bas. Maintenant, je vais sur les propriétés de cette boîte absolute et on va lui mettre du coup bottom moins 50 px. Oh non. Elle est où la boîte? Elle a disparu parce qu'en fait il n'y a pas de position relative. Hop. La seule position relative qu'on a ici, c'est... Ah ben voilà, elle est là. Étrange, hein. Elle est là parce qu'en fait, elle s'est raccrochée au body. Donc elle s'est mise à moins 50 pixels en partant du bas de l'écran. Mais elle s'est remise tout en haut. Donc il faut absolument qu'on aille utiliser relative box qu'on avait utilisé précédemment. Et on va le mettre ici, sur la section 1, pour être sûr que le bottom moins 50 pixels, ça soit bien le bottom de la section 1. Donc ici, relative-box. Elle n'y est plus, là, mais elle est là. Elle a réussi à se décaler. Maintenant, il me reste à le gérer. Alors, il faudrait le faire en pourcentage, mais enfin, il faudrait le faire un peu différemment. Mais si je mets 150 pixels là, allez, 120. 100. Yes. Elle est bien centrée et à cheval sur les deux sections. Par contre, toujours même problème, ici j'ai du texte. Le texte il commence pas par audio, il commence par lorem ipsum. Ce qui veut dire qu'on a perdu... Je le vois pas, mais on a perdu quelques lignes quand même. Solution. Sur cette section 2, je rajoute padding, top, large. J'ai rajouté du padding, j'ai gagné une ligne. Donc on enlève ça et on va fonctionner comme avec la section 1. Je reviens le chercher ici. Là, je rajoute ce padding. Ça, on le dégage. Voilà. Elle est à cheval, comme il faut.
Elle est bien calée. Il faudrait qu'on regarde si, à la diminution d'écran, qu'est-ce qui se passe. C'est toujours bien. Sauf là, en mobile où il faut refaire une modif. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux enlever mon texte et aller le remplacer par les contenus de la section 2. Cette section 2, on va faire le titre. On ne fera pas les filtres, ou on les fera plus tard. Et on va faire nos petites boîtes avec l'ombre et avec les arrondis. Donc, dans cette section 2, on a tout d'abord les titres sur 12 colonnes centrés. Text center là-dessus. Et puis, donc, c'est pas un paragraphe. C'est un H2. Ça c'est bon, il faut le titre au-dessus. Alors le titre au-dessus, on l'avait là, mais ça c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon? Parce que sur mon index, c'est le même que dans la section 1. Donc rien ne m'empêche d'aller récupérer ce truc là, yellow text, copier, coller au-dessus du titre de la section 2, sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on l'a trop bien visé. On a été trop bon là, en mettant section 1. Ici, en fait, ça, faut le virer. Ça, exactement, ce morceau de code, c'est une mise en forme de texte de la charte graphique. Donc, je vais l'enlever d'ici. C'est pas que dans la section 1 qu'on va le retrouver. En fait, je vais aller le mettre plutôt là où j'ai géré mes polices. Pour dire les titres, ils ont cette police, ils ont ces tailles, etc. Les paragraphes, ils ont cette police, etc. Et puis dans les textes, si on utilise yellow text, il aura cette couleur, il sera en majuscule, etc. etc. Maintenant, boum, ça marche de suite. Et dans chaque section où j'aurai un texte comme, n'importe quel endroit même où j'ai un texte comme ça, j'ai plus qu'à dire yellow text et ça marche. Tiens, par exemple, hop, ici, le H2, ça va pas être joli, hein, c'est juste pour vous montrer. Yellow-text, il est là, en majuscule, avec l'espacement des lettres de 5 pixels, en jaune, etc. Et donc, ce qu'on aurait pu rajouter pour éviter tout ça, c'est lui dire ici que le yellow text, il est automatiquement en open sans. Parce que de toute façon, si on le fait en pacifico avec le uppercase, c'est pas que c'est pas joli, c'est horrible. Voilà. Et là, donc, ça c'est OK. C'est pour la première rangée. Et la deuxième rangée, alors elle est très chiante. Non, elle est pas chiante. Non, tout va bien. Je croyais qu'il y avait 5 éléments. Le seul truc compliqué avec Bootstrap et avec les colonnes, c'est que 5 éléments, vous ne pouvez pas les mettre. Il n'y a pas 12 divisé par 5, ça ne tombe pas sur un nombre rond. Mais là, ça tombe bien, parce que 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc on va pouvoir faire une nouvelle rangée, ici, dans laquelle on va mettre des cols 3. Et on va en mettre ceux-là, on va en mettre 4. Alors, je ne les mets pas de suite. Pourquoi? Parce que si je les mets de suite, quand j'aurai fini la première, je vais devoir aller copier la première à l'intérieur de col 3 pour aller le remettre dans les 3 autres boîtes vides. On va faire un col 3 avec la carte arrondie et avec l'ombre. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à sélectionner tout ça et l'intérieur et faire dupliquer mes cartes.
Donc, dans ce col 3, on a une carte. Cette carte, c'est elle qui porte la couleur blanche. Donc, on va être obligé de créer une boîte avec la classe card. Et dans cette carte, on a une image, un titre et un prix. Donc, on a une image. On ne les a pas encore, ces images. Si on ne les a pas, on peut aller faire placehold.it et on va mettre une image de 100 par 100 pixels. Ça va me créer une fausse image. Là. Du coup, bon, hop, hop. « 200 par 200 », c'est bien. On va mettre le titre. Le titre, je redescends d'un niveau. Là, je suis dans la... Alors, sur cette page-là, le grand titre en haut, c'est le H1, le titre de la page, celui qui est le plus considéré par Google. Chaque section a son propre titre qui est d'un niveau inférieur, du coup, les H2. Et si j'ai encore des titres moins importants à mettre dans ces sections, je vais du coup utiliser H3. Ça va jusqu'à 6. Pourquoi? Parce que quand on a créé le HTML CSS, après plein d'analyses scientifiques, on a considéré que, quels que soient les contenus, 6 niveaux de titres et de sous-titres, c'est assez important pour tout pouvoir gérer. C'est déjà beaucoup, hein. Arrivé H6, je crois que je ne l'ai jamais mis. H5, oui. Pas mal de fois, mais H6, non. Parce que H6, ça veut dire que vous avez le titre du document en H1, le titre des chapitres en H2, les sous-titres dans les chapitres en H3. Dans ces sous-titres, il faut qu'il y ait encore des contenus en H4, dans lesquels il doit y avoir des H5 qui vont peut-être inclure des H6. Ça fait... les pages qui sont bien, c'est Wikipédia. Une grosse page complète de Wikipédia, vous avez le nom de l'article, les chapitres. Je ne le mets pas parce que la dernière fois, on est tombé sur le mauvais article au début. Et si, on y va. Est-ce qu'on aura plus de chance aujourd'hui en cliquant sur article au hasard? Wikipédia. En français, hop. Article au hasard. Ça va. Enfin, ça va. Du coup, là, il n'y a pas de H6 ou... voilà. Le H1, c'est ça. C'est le titre de la page. Les H2, ils sont là. C'est les chapitres de la bio de Rosita. Ça, du coup, c'est un H3. Et on s'arrête là. Il y en a un peu plus là. Ça va jusqu'à ici. On peut le regarder, hein, on inspecte. C'est le H4. Donc avant d'arriver à H6, il faut du contenu. Putain, 3 articles. Rien de choquant. Plutôt chanceux aujourd'hui. Donc ici, ce H3, on va mettre un titre et puis le prix. Donc le prix, on peut mettre un paragraphe avec le prix, 12 $, mais c'est pas un paragraphe le prix. On peut mettre une div en disant ok, on fait div class égale price et on met le prix. Mais le prix, c'est du contenu texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer div par l'autre balise non prise en compte par Google dans le référencement, span. Span, c'est comme une div, mais c'est fait plutôt pour le texte. Et donc, span class égale price, ça va me permettre d'aller gérer la couleur, la taille, etc. du prix, juste avec la classe price, et personne ne sera choqué de trouver un span. Si on avait mis un paragraphe, Google nous aurait fait perdre des points. Parce que du coup, il va se dire, ok, dans cette page-là, il y a des paragraphes qui font 3 caractères, 2 chiffres et $1. C'est pas un paragraphe. Donc, la qualité de la page, elle n'est pas terrible. Un paragraphe, c'est un paragraphe avec
des phrases, beaucoup de mots. Qui sont ces gens qui vont manger? On va mettre en forme tout ça. On va mettre en forme tout ça de suite. Parce que si je coupe la vidéo maintenant, ça va être splitté en deux. Alors, hop. Donc, le visuel ici, c'est du... là. Pareil, price, je l'ai peut-être pas que dans la section 2, c'est du texte, je le laisse avec la gestion de mes textes. On met la couleur. Là, font family, du coup, c'est pas OpenSens, c'est Pacifico, la police manuscrite. On va augmenter la taille à 1.6 REM pour qu'il soit bien visible. Ok. Alors, on va mettre 2.6 REM. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, ici dans l'index, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici dans Card, on va pouvoir mettre Text Center pour avoir mes contenus qui sont centrés. Et puis, on va aller gérer Card. Alors, on peut le mettre là. Toujours pareil. Si j'ai des cartes ailleurs que dans la section 2, le code que je suis en train de créer ne marchera pas. Donc on peut l'écrire comme ça, c'est pas gênant, c'est même plus pratique pour après. Sauf si on a d'autres cartes qui sont différentes après. On va vouloir réutiliser card et on va récupérer le visuel des premières, mais c'est pas grave, on adaptera. La couleur de fond, c'est le blanc. Et là, du coup, on commence à atteindre l'objectif. On va rajouter du padding des deux côtés de la boîte, même partout en fait, 30 pixels. Voilà. On va rajouter les arrondis. Les arrondis, c'est border-radius. C'est le rayon des bordures sur les bords, enfin sur les coins, pardon. Et on va mettre 10 px. C'est moins, c'est 6. Et on va mettre une ombre sur la boîte. Box-shadow, ombre de boîte. Box shadow, on l'utilise pas très souvent, mais la propriété elle est un peu compliquée. Dans ces cas-là, box shadow CSS Generator. Vous avez plein d'outils en ligne qui vont vous permettre d'aller générer des petits morceaux de code. Oh. Voilà. Ils sont bien parce que vous avez l'aperçu en temps réel. Donc, vous allez pouvoir gérer un peu comme vous voulez. Les ombres, on va faire ça. Shift right 0. Voilà. Et shift down un peu plus pour qu'on n'ait pas, pour qu'on n'ait pas l'ombre au-dessus. Moi, je veux que le blanc, le dessus de la boîte soit vraiment hyper net. On va diminuer sa taille comme ça. C'est pas mal là. Et ici, j'ai mon code. Je l'ai même ici. Copier. Coller. Je sauvegarde. Et sur ma page, j'ai mon ombre qui allait se mettre comme il faut. Voilà. Après, dans card, on va pouvoir dire que card img, même pas. On n'est même pas obligé de dire que l'image a une marge. On va sur l'image et on lui rajoute une classe. Classe margin bottom large MBL. Et j'ai espacé les deux.
Lui, il est embêtant. Parce qu'il est trop gros. C'est pas grave, on laisse comme ça. Par contre, il va falloir rendre tous ces trucs, toutes ces choses cliquables. Donc soit la carte est cliquable en entier. À ce moment-là, je coupe la carte. Je mets un lien A. Et je remets la carte dedans. Ça doit marcher. Il y a certains petits détails peut-être qui vont sauter. Mais normalement, ça doit marcher. Et voilà, c'est ça qui ne marche pas. Et par contre, du coup, tout est cliquable là. Gros avantage. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut repasser sur Style pour aller viser donc dans Card, ici, Text Decoration None. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas le souligné. Il l'a mis, hein. Donc on va plutôt viser dans Card le H3, dans Card le span point price et eux ils ont text decoration none. Il veut pas toujours. Ok. Non plus. On va gérer les liens ici. Voilà. Ouais, faut viser le A et ici c'est bon. Et ici c'est bon aussi, il passe pas en violet. Voilà, alors maintenant que j'ai une carte, il faut changer la taille du titre hein, aussi. D'ailleurs, je vais le faire de suite parce que c'était en train de me fatiguer. Donc au-dessus, card H3, font size, 1.2 REM, ça fait ouais, ça fait pas beaucoup. Voilà. Tiens, 1. Il me reste à exporter les images, rajouter un peu de marge entre le titre et... Mais ça, on va pouvoir le faire sur tous les H2. Ici, on va dire que margin bottom, c'est 1.8 REM. Voilà, là je suis arrivé à le décaler. Et maintenant que la carte elle est faite, cliquable, j'ai plus qu'à aller la dupliquer, c'est bien plus pratique. Je récupère tout mon col 3. Ah, je vais pas y arriver. Le truc le plus facile, j'y arrive pas. Récupérer du texte. Copier, coller, coller, coller. Et j'ai mes 4 cartes. La marge entre, on la gérera un peu plus tard. Notamment, alors c'est une propriété flex qu'il faut remettre. Et puis dans card ici, on va mettre 20 pixels. Ok. Donc je sais. On va aller mettre du padding sur les 4 rangées. Donc ici, ici, ici et ici. On va mettre padding left small, padding right small. Voilà. Et on a notre... Alors après, on peut du coup, maintenant qu'on a une rangée correcte, dupliquer la rangée. Sur la première, je vais quand même par sécurité aller lui mettre un MBL margin bottom large. Et je me récupère.
des cartes qui sont cliquables, voilà, sur lesquelles on pourrait même aller lancer des animes. Sur point card, 2.over, je sais pas, diminuer l'ombre par exemple, on peut faire ça. Et puis je sauvegarde dès que j'ai fait ça. Voilà, donc là on a la carte état classique et on va lui dire que quand on survole la carte, le box shadow ici, il va augmenter. On va le diminuer ici. On va mettre 12. On va mettre ici 8. Et on va mettre... bon, on laisse ça comme ça. Il faut par contre ici rajouter transition 0.5 secondes. Les transitions supérieures à 0.5 secondes ou 0.6, 0.7, c'est trop long. Une seconde de transition, c'est trop long. Ça dépend pour quoi faire, mais sur des petits détails comme ça, il faut que ça aille vite. Voilà, donc là, à chaque fois que je survole une carte, j'ai une modification de la taille de son ombre. Et on pourrait même la zoomer. Ça va pas marcher. Mais non. Ça va pas marcher. Par contre, on peut faire tiens, section 2. Col 3. Over. Au survol d'une des colonnes. Alors ça va la zoomer même si on est un peu à côté, mais c'est pas grave. La card, on va faire un transform, scale, 1.2. Je crois que ça marche, 1.2. Oula. 1.02 alors. Voilà. Là, le fait d'augmenter la taille de l'ombre et de zoomer la carte, du coup, on a l'impression qu'elle passe devant. Voilà, la chose qu'on n'a pas gérée dans notre code, c'est les gouttières. Il faudra qu'on aille le faire aussi. Gouttières et les tailles de colonnes avec le flex. Donc, je